Alors en ce qui concerne le typhon, là-bas on l'appelle Yolanda. Il s'agit du plus gros typhon qui ait jamais été connu par son ampleur. Parce que vous voyez des typhons qui vont toucher par exemple une ville ou un village et à côté il n'y a rien. Alors que là, le front du typhon se situe à peu près sur 800 kilomètres. Alors comment ça se présente? Il est arrivé par la côte est sous forme d'un cône qui va progressivement balayer toute une partie des Philippines. C'est comme si une gigantesque tempête arrivait de toute la côte atlantique et progressait vers Strasbourg. C'est-à-dire que à l'autre bout des Philippines, sur la côte ouest, il y a des dégâts aussi considérables, et notamment à Iloilo, où nous étions l'an dernier à la mission Rosia Mystica, où nous retournons cette année, au mois de janvier, et là, à cet endroit-là, on a déjà recensé 4 morts et 200 disparus. Alors que c'est à l'autre bout du typhon. Alors vous imaginez ce que ça peut être à l'entrée du typhon, qui est l'île dont on parle tant, qui est l'île de Leyte, l'île de Sumar qui est au-dessus, et puis après ça, dans la prolongation, l'île de Cebu et l'île de Bohol qui est le Lourdes des Philippines. Nous avons aux Philippines 3 dispensaires qui fonctionne toute l'année avec le temps fort que représente Rosa Mystica. Nous avons été dans des opérations de secours déjà en 2009 avec le typhon Ketsana qui avait noyé pratiquement toute la ville de Manille. Ensuite, nous avions connu Ondoy, le secours apporté à une petite île qui se trouve dans un lac et qui avait été complètement oublié, qui était complètement noyé. Après, nous avons eu Sendong, où un typhon avait fait sauter 2 barrages, et le nombre de morts a été tellement important qu'on n'a jamais su le calculer, parce que c'était essentiellement des pauvres gens qui vivaient dans le domaine maritime de chaque côté du fleuve Cagayan de Oro, et qui ont été emportés, et c'était des gens qui vivaient plus ou moins d'expédients. Ça nous a permis d'avoir une idée de la façon dont il faut procéder en urgence. Ceci se passe en général très très vite parce que la Croix-Rouge philippine est organisée des typhons, il y en a pratiquement tout le temps. Donc elle est très très bien rodée, et je rappelle qu'il y a 1,5 million de soldats qui eux aussi sont entraînés. Et ce sont eux qui occupent le terrain. Il faut d'abord trouver de l'argent, il faut faire face en attendant des dons qui peuvent pas tomber du ciel comme ça du jour au lendemain. Il faut acheter, en priorité c'est l'eau. L'eau, parce que l'eau est polluée. À la Laguna, il y avait des cas de fièvre hémorragique qui est transmise par l'urine des rats, et c'est une maladie qui est d'une gravité extrême. Et si on boit cette eau, on peut en mourir. Après l'eau, vous avez bien sûr la nourriture et les médicaments. On a besoin de médicaments. Il faut aller les acheter. Quand on a vidé la pharmacie du coin, il faut trouver d'autres pharmacies. Quand on a vidé le grossiste du coin, on n'arrive pas là-bas comme ça, les mains dans les poches, ou avec un appareil photo, ou avec son stéthoscope. La raison pour laquelle nous tenons à agir à Leyte, c'est que nous travaillons depuis plusieurs années avec une religieuse qui s'appelle Sœur Eva, qui est une espèce de Mère Teresa dans son genre. Cette sœur fait partie de l'ordre de Saint-Paul de Chartres, qui a été créé au XIVe siècle sous Louis XIV par un curé Beauceron. Religieuse a d'abord été émue par le sort des pygmées qui sont dans l'île de Leyte. Il y a, on ne sait pas exactement combien de pygmées, on reconnaît un pygmée parce qu'il a la peau noire dans un océan d'asiatiques, et qui sont bien sûr petits. Et elle s'était intéressée aux pygmées, et son frère
est arrivé gouverneur de Leyte, si bien que nous sommes intervenus régulièrement chez les Pygmées de Leyte et nous connaissons le gouverneur. C'est donc là où nous avons le plus de chances de trouver une place correcte pour pouvoir travailler. Il y a dans cette île 5 chapelles de la fraternité Saint-Pédis. Or, les renseignements que nous avons actuellement sont les suivants, c'est que la chapelle est entièrement détruite avec la voiture et le garage qui étaient attenants. En revanche, nous n'avons aucune nouvelle des paroissiens. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, un certain nombre sont certainement morts, on ne sait pas. Alors, il faut accéder là-bas. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, il y a deux équipes qui sont parties. La première est partie de Général Santos, c'est un autobus avec un prêtre. Alors pourquoi un prêtre? C'est qu'actuellement la ville est complètement entourée par l'armée, on peut pas pénétrer. L'armée a tout pouvoir, y compris d'arrêter les gens, de tirer sur les voleurs, etc. Un individu qui voudrait aller tout seul ne peut pas, il peut pas y arriver. Il faut qu'il représente une organisation. Là-bas, le prêtre, c'est le sauf-conduit. Et il y a une deuxième équipe qui est partie de Davao. La première équipe est partie essentiellement avec de l'eau, des vivres et des médicaments, et le personnel médical, parce que Général Santos, c'est là où nous avons le plus de relations médicales, avec notre secrétariat, le secrétariat de la CIMASIA et tout ce qui tourne autour. Les infirmières, l'école d'infirmières, etc. Bon, donc ça c'est une équipe que je dirais une équipe de secours. Par contre, de Davao, une autre équipe est partie avec du matériel de pompage et des blocs électrogènes pour pouvoir s'éclairer. Il n'y a plus ni électricité, ni contact téléphonique, ni eau courante, bien sûr. Alors là-bas, inutile de vous dire le spectacle de désolation épouvantable. Ce sont des dizaines de morts qui n'ont toujours pas été enterrés. L'armée actuellement a une politique d'évacuation parce que les gens ne savent pas où aller. Donc des transals ont été mis à la disposition du gouverneur et on évacue les populations. On évacue massivement les populations et on les emmène ailleurs. Alors ailleurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en général, ce sont des endroits qui sont dans l'île de Luzon, qui est l'île principale, où se trouve Manille, où là, c'est plus facile de s'en occuper. Et ce qui se passe, c'est que l'armée américaine, généralement, construit des villages de tentes. Des villages de tentes. À Cagayan de Oro, c'était comme ça. Nous avions été voir des gens qui vivaient sous des tentes déjà depuis 3 ans. Et il y avait en tout et pour tout un puits. Il n'y avait pas d'eau courante. Vous voyez, pas d'électricité. Les gens vivaient comme ça. Bon. Et ça peut durer des années. Si bien que les gens qui nous donnent de l'argent dans un mois, ça sera aussi bien utilisé que maintenant. Il n'y a pas de problème. Mais dans un mois, ils auront oublié que les gens vivent sous les tentes comme ça. Alors, pourquoi l'état d'urgence a été proclamé? Parce que il y a toujours dans l'île des rebelles qui sont des rebelles maoïstes, le mouvement de libération nationale. Alors nous, on les connaît bien, je vais vous dire pourquoi, parce que à Général Santos, il y avait un de ces mouvements, là, et nous avions travaillé, c'est des mouvements en général animés par des musulmans, et nous avions beaucoup travaillé sur le terrain, dans une province qui s'appelle le Sultanat de Kudaray, et aussi le Cotabato del Sur, où il y avait une agitation en permanence. Et à force d'aller dans les villages, les villageois ont fini par dire aux rebelles, écoutez, nous, on vous soutient plus. Ces gens-là nous font du bien, ils viennent avec l'armée. Alors, je vous cache pas que c'est évidemment assez dangereux. À force d'y aller, les gens ont dit, mais écoutez, qui est-ce qui nous aide? C'est pas vous, ce sont ces gens-là. Et les rebelles ont décidé de se rendre. Et ils sont, l'état-major est venu avec le général Arturo Ortiz
pour remercier les soldats du 13e régiment d'infanterie avec lequel nous travaillons beaucoup, et pour remercier la CIM. Alors j'ai des photos extraordinaires de cela. Alors on les connaît bien, c'est la dernière rébellion maoïste au monde. Et évidemment, ils sont comme tout le monde, ils ont besoin de se ravitailler, et ils arrivent dans les villes, et ils pillent. Et ils pillent, et ils tirent sur ceux qui s'opposent à leur volonté. D'où l'importance de l'armée. Alors voilà la situation telle qu'elle est présentement. Elle va évoluer certainement parce que des équipes de Mani vont partir, mais il faut pas se faire d'illusions. C'est dans la mesure où nous recevons de l'argent que nous pouvons, il faut par exemple payer le bateau pour traverser, pour rejoindre l'Haïti. Éventuellement, il faut louer un autobus. Tout ça, on n'a pas l'argent pour le faire et nous dépendons uniquement de la charité publique. Alors, je dois vous dire que un appel a été fait par l'abbé Couture, qui est le prieur de la fraternité Saint-Pie-X, et l'argent est concentré actuellement chez moi. Et les gens, apparemment, sont très très généreux. Mais je demande à ce qu'ils soient généreux dans la durée. Parce que c'est après que les problèmes se posent. Quand il faut reconstruire les maisons, quand il faut s'occuper des gens qui sont sans logis, c'est un travail régulier. Alors pour nous, on fait ce que l'on peut. On est une petite goutte, mais des petites gouttes finissent par faire un petit ruisseau et voir une rivière. Et les gens qui sont là-bas nous sont infiniment reconnaissants. Et ça, la présence d'un prêtre est toujours indispensable parce que les gens ont besoin, ils ont besoin du prêtre. C'est formidable, mais c'est très net. La situation est d'une gravité extrême et je fais un appel aux Français, à tous ceux qui nous verront, en disant que vraiment leur argent sera utilisé. Tout sera utilisé, nous donnerons une justification. Nous donnons des certificats de déduction fiscale qui permet de défiscaliser jusqu'à hauteur de 66%. Et maintenant, je voudrais peut-être quand même élever le débat simplement en posant cette question. Pourquoi cette population si sympathique, c'est la raison pour laquelle nous allons là-bas, pourquoi cette population se voit frappée si durement? Eh bien, je crois que tout simplement parce que c'est un point de résistance fantastique au mal, parce que toutes les institutions de toute la population est restée profondément catholique. C'est la reine du rosaire, disait Pie XII. Il n'y a pas d'avortement, il n'y a pas la pilule, et ce pays est resté très attaché à sa foi. Alors c'est normal que le diable se déchaîne là-dessus, et c'est dans le fond une admiration que nous pouvons avoir pour ces gens, parce qu'ils pourraient en vouloir au ciel, en disant mais pourquoi nous qui sommes catholiques, pourquoi nous qui croyons en Dieu, pourquoi nous qui prions, pourquoi de tels cataclysmes s'acheminent comme ça sur nous? Je pense que on n'est jamais tenté au-delà de sa foi, et si Dieu permet cela, il y a évidemment une forme de résignation qui atteint un peu tout le monde, mais on se dit que c'est parce que les Philippines est un pays qui résiste au mal que le mal se déchaîne contre lui. Merci bien de votre attention. Oui.